En 2010, le résistant et militant Stéphane Hessel publie un manifeste de 30 pages intitulé « Indignez-vous », dans lequel il en appelle à l'engagement politique individuel contre le creusement des inégalités de richesse, le poids du capitalisme sur les décisions politiques et le non-respect des droits humains fondamentaux dans la gestion de la situation des migrants. L'indignation face à ces injustices devient le ciment même de l'esprit de résistance en Occident en ce début du XXIe siècle, marqué par la crise économique de 2007-2008 et les gigantesques failles du système qu'elle a mis en valeur. Ce contexte va rencontrer un retentissement international, au moment où le monde assiste au soulèvement populaire du printemps arabe. Les conséquences seront les plus visibles en Espagne, un des pays européens les plus touchés par la récession. Des dizaines de petits mouvements contestataires vont utiliser Internet et les réseaux sociaux pour s'unir en pleine campagne pour les élections municipales. Le 15 mai 2011, sur la place de la Puerta del Sol, le mouvement des Indignados est né. Repris dans de nombreux autres pays, les indignés marquent une perte de confiance dans les institutions et un refus d'accepter aveuglément les choix d'une élite politique jugée déconnectée de la réalité de ses concitoyens. Un mouvement qui se poursuit encore aujourd'hui. Bien le bonjour, ici Cinémaniac. Il y a des œuvres qui, par la puissance de leur impact, marquent durablement toute une génération, de par leur message, mais aussi leur iconographie. C'est vrai pour le cinéma, mais aussi pour la télévision. Les années 90 ont eu Friends, empreinte de l'insouciance et d'une vision très encadrée tout en restant identifiable de la vie d'adulte. Les années 2000 ont été influencées par Lost et la complexité de ses ressorts narratifs. Pour les années 2010, on peut grossièrement diviser ce phénomène en deux parties. La première voit l'arrivée de l'adaptation de Game of Thrones, avec sa multitude de personnages et d'intrigues rondement menées, du moins jusqu'à un certain point. For a moment, neither moves, as if moving will make the scream. No. You see Jon with his hand still on the hilt of the dagger he just lodged in Dany's heart. Her strength leaves her and she collapses to the marble. He keeps her in his arms and she falls. Mais pour la seconde moitié des années 2010, on va se tourner vers une équipe de braqueurs déjantés bien décidés à organiser le casse du siècle et qui vont se retrouver érigés en héros anti-système. Bonjour à tous. La Casa de Papel est une série espagnole créée en 2016 par Alex Pina. D'abord diffusée sur la chaîne Antena 3 en 2017, les audiences au départ prometteuses ont rapidement chuté tout au long des 2 premières saisons. C'est là que Netflix rachète la série et l'intègre à son catalogue international. Coup de génie. La Casa de Papel se classe en tête de visionnage tout pays confondu, les acteurs et actrices deviennent des stars du jour au lendemain et on se met même à retrouver des masques de Dali dans diverses manifestations. Comment expliquer un tel succès? Bientôt, tous les jours, on fera la une de tous les journaux télé. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Et ensuite, ces mêmes gens diront: oh, c'est pas vrai, les enfoirés, on aurait dû faire comme eux. Bon, il y a déjà une explication bateau. Le fait de donner à la série une diffusion mondiale permet de toucher un public plus multiple et surtout plus vaste, et donc avoir plus de chances de taper juste. Mais la réussite de la série avait déjà planté sa graine dès le moment de sa conception. Parce qu'on ne va pas s'en prendre à leur argent. Au moment de l'écriture de la série en 2016, plusieurs événements vont venir ébranler encore plus la foi des gens en la pérennité de notre système politico-économique. L'élection de Trump et le Brexit menacent l'équilibre diplomatique mondial et mettent en lumière la responsabilité des médias vis-à-vis de leur influence sur l'opinion dans le cadre du débat public. You have to hack the political system. Hack it. I'm talking about altering the matrix of politics. Influence que le professeur et les autorités vont essayer d'utiliser à leur avantage tout au long de la série. Ils vont même nous trouver sympathiques. Et ça, c'est fondamental. Il est fondamental de faire en sorte que l'opinion publique soit de la partie. Le scandale des Panama et Paradise Papers, de 2016 à 2017, entretient encore plus le ras-le-bol de la population envers la classe dominante qui continue de se gaver en dehors de toute légalité et quasiment sans la moindre répercussion. En tout cas, pas qui pourrait mettre à mal leur statut ou les systèmes qui les aident à prospérer. En 2017, l'année où la série rencontre enfin un vrai succès auprès du public, on voit éclater différentes manifestations présentant des affrontements parfois violents avec les forces de l'ordre, comme au Venezuela pour protester contre la menace de dissolution du Parlement, ou en Catalogne où le Parlement valide la déclaration d'indépendance, ce à quoi Madrid a répondu par une mise sous tutelle et une répression de la province. En réalité,
Toutes les années 2010 ont servi de terreau aux idées présentées dans la Casa de Papel, notamment celle d'un caillou qui grippe la machine et qui trouve un écho auprès d'une population excédée par les excès d'une classe politique et économique dominante et gavée d'impunité. Cependant, le cœur de l'intrigue, c'est quand même une bande de voleurs qui prennent en otage des innocents pour pouvoir s'accaparer plusieurs millions. Alors, comment se fait-il qu'on soit de leur côté ? Qu'est-ce qui fait que le message anti-système de la série passe aussi bien à travers des personnages qui sont au mieux sur la corde raide, au pire carrément détestables? C'est comme un requin dans une piscine. Tu peux te baigner avec, mais t'auras jamais l'esprit tranquille. Bien évidemment, le fait d'avoir une poignée de personnages récurrents, facilement reconnaissables, et de passer autant de temps à établir leur personnalité, leurs histoires et leurs motivations, aide à l'identification. Mais surtout, parmi eux, certains font partie des catégories de personnes délaissées, voire malmenées par la société. Ouvriers, toxicos, jeunes sortis du système éducatif, mères célibataires, homosexuels, transgenres. Leur braquage est vu comme une revanche face à la vie qui ne les a pas épargnés, que ce soit par leurs propres décisions ou les circonstances. Au cours de la deuxième partie, quand on en apprend un peu plus sur le passé de Tokyo, on comprend que si elle a commencé à commettre des braquages entraînés par son petit ami 2 fois plus âgé qu'elle et par la recherche d'adrénaline, c'est aussi une revanche sur la frustration de devoir cumuler de minables petits boulots juste pour avoir une vie qui ne soit pas misérable, en espérant pouvoir mettre assez d'argent de côté pour pouvoir s'offrir un petit plaisir de temps en temps, tandis que d'autres s'enrichissent en jouant tous les jours avec des sommes astronomiques, parfois au dépit de la vie d'autres personnes et de la loi. En d'autres termes, si eux le font, pourquoi pas nous ? Le vol est alors vu comme une manière de rééquilibrer l'injustice dans l'écart de richesse. Selon Benjamin Constant, le vrai remède à la tyrannie, c'est la possession de fortunes particulières, véritable îlot de résistance à un pouvoir intrinsèquement liberticide. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement car il permet de se soustraire aux contraintes du système et d'accomplir plus de projets. Cependant, la série nous montre bien que l'argent n'est pas une solution miracle et que la liberté qu'il offre n'est qu'illusoire. Nairobi ne récupérera jamais la garde de son fils, étant une criminelle recherchée et n'ayant plus aucun lien émotionnel avec lui. Avoir réussi le braquage n'empêche pas Ryo d'être repéré par Europol et capturé. Tous les moyens du monde ne permettent pas au professeur de combler les failles du plan du braquage de la réserve nationale d'or, conçu par lui et son demi-frère Berlin. Et Tokyo reste une éternelle insatisfaite accro à l'adrénaline. Ces personnages se débattent dans une impasse créée par eux-mêmes, bien sûr, mais aussi par le monde dans lequel ils évoluent. Ce silence, c'était le désenchantement de milliers de gens qui avaient cru que la fable des Dali était un conte de fées avec une fin heureuse. Alors que ce n'était qu'une chronique de guerre. Le capital sympathie des personnages ne dépend pas juste de leur personnalité. Il est aussi défini par à qui ils s'attaquent. Le premier braquage se déroule dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Ils vont voler directement de l'argent qui n'est pas encore entré dans le système. Techniquement, ils ne volent personne. Ils créent une somme dont ils seront les seuls bénéficiaires. D'ailleurs, le titre Casa de Papel, qui désigne les 2 institutions monétaires dans lesquelles se déroulent les 2 braquages de la série, peut se rattacher à l'expression château de cartes ou empire de papier. Le professeur et son groupe utilisent les failles de ces institutions, symbole de la puissance économique du gouvernement espagnol. Dans un contexte post-crise économique en partie provoqué par les banques, ces criminels prennent des allures de Robin des Bois puisqu'ils s'attaquent à la classe dirigeante et non pas à celle, plus vulnérable, qui subit les conséquences de leurs pratiques. Le groupe n'hésite ainsi pas à propager cette image de Robin des Bois dans les médias, usant de leur pouvoir d'influence sur l'opinion publique. Quand l'opinion publique est de notre côté, le camp d'en face se retrouve les poings liés pour ce qui est des méthodes pour nous abattre. Et ceux qui l'ont bien compris, ce sont les services de police. La police ne fait pas qu'imiter les braqueurs dans leur manipulation des médias, comme quand ils prétendent que Berlin est un proxénète mêlé au trafic de filles mineures. Chaque épisode va révéler la corruption et les dysfonctionnements au sein de cette institution. Garante de la sécurité et de la loi, le premier coup porté à son image vient de l'histoire de l'inspectrice Raquel Murillo. Séparée de son mari pour violence conjugale, elle en a averti sa hiérarchie, mais ce dernier est resté à son poste et a même conservé le respect d'une grande partie de ses collègues. C'est malheureusement un cas assez classique, dans lequel des policiers accusés de crimes sont protégés par leur propre milieu. Une complicité d'ailleurs assez factice et opportuniste, puisque Raquel Murillo, Andrés Rubio et Alicia Sierra seront livrés en pâture par leurs propres collègues pour couvrir les échecs successifs des forces de l'ordre. Les membres de la police sont montrés comme menteurs, manipulateurs et sûrs de leur bon droit car soi-disant du bon côté du code pénal. Sauf que, contrairement aux braqueurs, leur fonction leur offre une impunité que seule l'opinion publique peut freiner un tant soit peu. Un autre représentant de l'autorité montré comme un des vrais antagonistes est Arturo Roman,
le directeur de la fabrique de la monnaie. D'abord montré comme un patron tout à fait ordinaire, on va vite découvrir que mis au pied du mur, il se révèle être un lâche imbécile, avide et violeur. Il représente cette classe moyenne supérieure, bien sûre de sa moralité, mais qui n'hésite pas à écraser les autres si ça peut servir ses envies ou ses intérêts. Dans la seconde partie de la série, ce sont cette fois les plus hautes sphères de l'État qui sont prises à partie. Depuis les services de renseignement qui usent de la torture, jusqu'au ministère qui couvre les coups bas de leurs services. Pas pour sauver les otages, non, mais pour mettre hors d'état de nuire des braqueurs qui les ont humiliés et ont mis en doute leur pouvoir. Si briser la loi est non pas acceptable, mais attendu de la part de criminels, c'est intolérable de la part de ceux qui sont censés la respecter, mais surtout en être les garants. Surtout quand ils sont montrés soit comme les complices, soit comme les responsables de ce système inégalitaire qui écrase les plus faibles et qui permet aux plus riches d'agir comme bon leur semble, tant que c'est bénéfique, tant à leur caste qu'au maintien du dit système. La série passe toutes les saisons à jouer sur le ras-le-bol général de plus en plus expressif de l'impuissance face à notre système dont on a conscience des failles et qu'on ne parvient pas à modifier. Mais si la mise à mal de l'image des institutions rejoint une réalité certaine, l'image de résistants et de combattants que les personnages et la série essaient de nous imposer a du mal à tenir la route. Pour développer ce propos, je dois vous parler des symboles. Si la combinaison rouge emblématique de la série rattache évidemment la bande à une origine ouvrière, donc prolétaire et modeste, le masque qu'il porte est un peu plus ambigu. Il est fortement inspiré du masque de Guy Fawkes que porte le terroriste justicier V dans V pour Vendetta. Dans le film et le comics dont il est inspiré, le symbole est clair. Au cours de la conspiration des poudres de 1605, Fawkes et ses complices décident d'assassiner Jacques Ier, sa famille et une partie de la noblesse anglaise après que la religion catholique ait été déclarée hors la loi, tuant l'espoir d'une plus grande tolérance religieuse. Leur plan de faire sauter la Chambre des Lords au Parlement est déjoué et les survivants sont exécutés. V, s'opposant à un gouvernement extrémiste et oppressif, adopte son visage et son action de détruire un symbole de l'État. Ce masque est aujourd'hui devenu l'emblème du groupuscule Anonymous, défenseur du droit à la liberté d'expression. La Casa de Papel tente de reproduire le processus. Il fallait donc choisir une personnalité espagnole notable et facilement reconnaissable. Le choix s'est alors porté sur Salvador Dalí, artiste devenu un des principaux représentants du mouvement surréaliste et un des peintres les plus célèbres du XXe siècle. S'il est un des Espagnols les plus connus à l'échelle mondiale, c'est surtout son côté anticonformiste qui a attiré les créateurs de la série. On a ainsi vu ces masques apparaître dans beaucoup de manifestations à travers le monde. Cependant, quand on se penche sur les travaux et la personnalité de Dalí, on est loin d'une figure anti-système. De fait de sa création dans les domaines de la haute couture et de la joaillerie, il a souvent été accusé de brouiller la frontière entre art et consumérisme. De plus, son parcours politique passe de l'extrême gauche à une droite monarchique et très catholique. L'historien Michael Pepiat a dit de lui « Dalí est passé de la brillance subversive de sa jeunesse à une vacuité grandissante et à un exhibitionnisme rémunérateur. » Pas vraiment quelqu'un qu'on penserait prendre comme modèle de résistance face à la tyrannie. Et cependant, ce caractère contradictoire correspond bien au personnage, qui montre une défiance envers les classes dirigeantes et privilégiées, qu'il vole avec un sentiment de revanche et de profonde satisfaction, tout en aspirant pour certains au même mode de vie. Un autre des emblèmes de la série est la chanson Bella Ciao, chantée à plusieurs reprises par les braqueurs lors de la première partie. Oh partisano, porta mi vida. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta mi via, e mi sento di morire. Ce chant de révolte italien a connu sa version la plus célèbre en 1944 quand elle fut entonnée par les partisans lors de la guerre civile italienne face aux Allemands et aux fascistes de la République italienne. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Malgré plusieurs évolutions depuis ses origines communistes, Bella Ciao est toujours resté un chant célébrant la résistance et la liberté. La liberté est un thème récurrent tout au long de la série. Déjà par les plans pour faire s'échapper les braqueurs des lieux où ils sont enfermés, la libération des membres de l'équipe quand ils sont retenus par les autorités, mais aussi par la liberté que leur apporterait la réussite de leur plan. Par contre, pour ce qui est de la résistance, ça devient un peu plus flou. En effet, le professeur et son équipe parlent plusieurs fois de résistance et de foutre un bordel comme jamais on en a vu. Mais on peut se demander, quelle est la portée réelle de leur action ? Le premier braquage est surtout motivé par une recherche de richesse.
Mais il n'a pas mis à mal le système en lui-même. S'il a mis en lumière les dysfonctionnements profonds de la police aux yeux de la population, qui se met à admirer ses malfrats, cela ne provoque pas dans l'univers de la série une volonté populaire de changer ce système montré comme hypocrite et corrompu. Pire, le plan pour la Banque d'Espagne, s'il réussit, est certes motivé par la volonté d'arracher l'un d'entre eux à un traitement inhumain, mais va surtout provoquer une crise économique sans précédent en Espagne et qui va toucher les couches les plus vulnérables de la société, puisque l'or est une sorte de garantie de la pérennité de l'État. Les braqueurs de la Casa de Papel ont donné un symbole aux gens car ils ont permis de montrer les failles du système et de ceux qui l'entretiennent. Mais se mettre en marge du système ne suffit pas à le modifier en profondeur. S'ils veulent devenir assez riches pour ne plus jamais avoir à voler, il reste encore des millions de personnes soumises à ces inégalités, tant sociales que politiques et économiques. Tout ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Mais... bon, nous avons réussi quelque chose. La seconde partie de la série a été extrêmement critiquée au vu de la faiblesse de son scénario qui essayait de faire encore plus spectaculaire en sacrifiant la cohérence et en préférant la facilité pour conclure plusieurs arcs. Un des vrais principaux problèmes survenus avec cette seconde partie, c'est la volonté d'en étendre la portée politique, volonté influencée par le succès de la série et la reprise de ses symboles. Cependant, la volonté de dépeindre des criminels dont certains sont des violeurs sadiques qui tirent jouissance de l'usage de la force, comme des combattants de la liberté, c'est une entreprise très risquée. Surtout quand ils ne remettent finalement pas vraiment en question le système dont ils ont conscience de la corruption. Et sont, au contraire, tout prêts à exploiter ces failles pour leurs propres intérêts, comme la classe à laquelle ils s'attaquent. S'il fallait suivre leur exemple, le résultat ne serait pas l'anarchie, dans le sens démocratie directe sans rapport de pouvoirs sociaux verticaux ni autorité centralisée, mais le chaos. Et le chaos, contrairement à la philosophie anarchique, c'est la loi du plus fort, de celui qui fait le plus mal. La série a montré une redoutable efficacité pour nous pousser à suivre les parcours des personnages et les épreuves qu'ils affrontent. Mais malgré sa nature de divertissement, ou plutôt à cause justement de cette nature, il reste sain de se questionner sur son retentissement dans le monde réel et sur ce qui peut amener comme réflexion. Tout peut partir en couille en un millième de seconde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à la prochaine, salutations.